sais pas, on parle une demi-heure, puis à la fin ça finit. Donc du coup, j'aimerais bien que tu bosses pour moi. Je pense qu'il y a que 4% des gens qui ont plus de 4 biens. Fais pas ça comme ça parce qu'il va t'arriver ça. Théoriquement, il est monstrueux en termes d'immobilier, ça c'est sûr. T'es là genre ouais mais non, moi je suis plus intelligent que les anciens. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Jérôme et Mathieu. Salut. Salut les gars. On va parler investissement et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec un vrai faux. Je vais vous poser 3-4 questions. Ah ouais donc là direct. Faut... Il n'y a pas d'échauffement en fait. Ok vas-y. On attaque direct le match. Alors, l'investissement immobilier c'est fini. Faux. Pourquoi T'as t'es hésité un Je peu. pensais que tu voulais qu'il y en ait qu'un qui réponde. D'accord. Non, mais Ok, les deux. non, Les ok, deux. autant pour Ah, on moi. est venu à 3. Ok, Quelque ok. chose à 3. Ok. On ne peut plus se faire financer. Faux. Ok, T'es top. fou. La période n'a jamais été aussi bonne pour investir. Vrai. Vrai. Oh, et un peu Ouais non je sais d'hésitation. pas, je réfléchis un peu mais je pense que c'est toujours la bonne période de toute façon mais Ouais, je suis assez d'accord. On va voir ça. On peut encore emprunter à 110%. vrai. Ouais, tu peux, mais il faut voir les conditions, ouais. On va débattre là-dessus. La fiscalité est de plus en plus défavorable pour les investisseurs. Vrai pour les particuliers. Je sais pas. Quand tu parles d'investisseur, tu parles uniquement locatif ou tu parles aussi professionnel, marchand de biens, ce genre de choses? Tout. La totalité? Ouais. Même si c'est pas la même. Non, je dirais pas, non, pas autant. Non. Bon, top. En particulier, peut-être que oui, mais en professionnel, j'ai pas l'impression que ce soit Professionnellement, si je trouve problématique que particulier, ça. ça se tend un peu quand même, quoi. Enfin, Mm. après, en France, on est dans tous les cas pas aidé, quoi. Ça c'est sûr. Il y a mieux comme pays. On va rentrer dans le débat. On va pousser ça un peu plus loin. On va voir ensemble. Tout Bon, à en tout fait. cas, génial. Merci d'être là. Bah, de rien. Bah, c'est avec plaisir. Merci pour l'invitation. Ouais, bah avec plaisir. On va commencer les présentations. Mais au-delà des présentations, il y a une chose que j'aimerais bien que vous me donniez, c'est vos passions. Vas-y, Mathieu. Le CrossFit. Ouais, le CrossFit. ce que CrossFit, j'ai c'est une cru vraie voir sur ta passion chaîne. et le sport en général. J'aime bien, on va dire sport, activité physique, plein air, sortir à l'aventure. Mais CrossFit, c'est vraiment le sport qui m'anime le plus depuis 10 ans maintenant. Ça va faire 10 ans là, le mois prochain. D'accord. 10 ans que t'es à fond dans le CrossFit. Ouais, 10 ans que je suis à fond. Alors en ce moment, je suis un peu moins à fond parce que malheureusement, je deviens une grande personne et il faut travailler. Donc j'ai un peu moins de temps. Et avec Jérôme, on adore faire plein de projets ensemble. Avec ma compagne aussi, on se rajoute toujours plein de projets. Et du coup, ça occupe pas mal l'emploi du temps. Mais ouais, CrossFit, c'est vraiment une de mes passions principales. Ouais. Et bon, D'autres voilà. Voyage, non? Bah si, en fait, voyage, aventure. J'ai fait le Mont Blanc cette année à monter, donc Ah, pas je mal. vous conseille de le faire. D'ailleurs, j'ai vu un article hier, il y a 4 mecs qui sont morts sur le Mont Blanc malheureusement hier, donc c'est quand même pas une blague. Ouais. Mais ça fait partie des trucs que j'aime bien. J'aimerais bien voyager beaucoup plus, mais c'est aussi pour ça qu'on est en train de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense qu'on est dans la phase difficile pour avoir après le temps de voyager. Donc ça fait partie des Ouais, trucs, c'est clair. des trucs en projet. Et l'immobilier, une passion, je dirais oui, mais une passion professionnelle. Si tu veux, si j'ai le choix entre aller m'entraîner avec mes potes au CrossFit ou faire de l'immobilier, globalement, je vais plutôt aller m'amuser parce que j'aime bien je suis quelqu'un qui s'amuse, mais À quel âge? j'ai 33 ans. Mais d'un point de vue pro, l'immobilier, c'est le seul truc que je vois, quoi, quasiment. Ok. Et c'est quoi ton parcours? Très simple, je veux dire assez classique, lycée, école de commerce, post-bac, parce que moi j'étais nul à l'école, mais c'était une catastrophe, donc j'ai essayé de faire des prépas, grandes écoles et tout, bon, autant dire j'étais pris nulle part, sauf dans une école post-bac, je fais mes 5 ans d'école de commerce, j'ai appris à parler anglais et à manipuler Excel, le reste c'est de la poésie, quoi. Ouais. Et j'ai toujours voulu investir dans l'immobilier. Enfin, en fait, je sais plus à quel moment c'est arrivé, mais un jour, j'ai réalisé qu'on achète un appartement, le locataire paye plus que ce qu'on rembourse de loyer, que du coup, on peut acheter un deuxième appartement avec l'excédent de loyer, et que ainsi de suite, tu vois, l'exponentiel. Bon, j'avais pas les notions de fiscalité, de taux d'endettement et tout ça, évidemment, à l'époque. Et en fait, j'en parlais à mon père, qui lui est promoteur immobilier. Donc, il a monté une belle boîte en promotion immobilier commerciale. On lui disait, tu te rends compte, papa, c'est fou l'immobilier, on peut acheter des trucs et tout. Il me disait, ouais, c'est bien, mon fils, vas-y, lance-toi. Laisse-moi tranquille, moi. Je construis, je revends. Ouais, c'est un peu ça. Il me disait, bah écoute, amuse-toi, c'est très bien, fais-le. Donc j'ai fait, j'ai commencé l'immobilier, on va dire, dans ma tête, en école de commerce, sans aucune connaissance. Donc je balançais des offres sur des immeubles à 1 million d'euros à Nantes. En dernière année d'école de commerce, sans aucune notion, autant dire que c'est pas passé. J'appelais des agences, on me disait, ouais, je veux des super affaires pour gagner de l'argent. Mais qui me rappelait jamais le branleur, quoi. Et en fait, en sortant de l'école, j'ai bossé dans la boîte familiale. Le plan, c'était plutôt d'aller dans une grande entreprise type Nexity, Eiffage ou un gros promoteur. Finalement, il s'est trouvé que mon père m'a recruté tout de suite. Je me souviens très bien de l'appel, dans le métro à Dublin, pour aller acheter des sushis. Il dit, ouais, je sais pas, on parle une demi-heure, puis à la fin, ça finit. Donc, du coup, j'aimerais bien que tu bosses pour moi.
Et je sais pas, ça m'avait fait un truc où ça se concrétisait, tu vois, donc je trouvais ça cool. J'ai bossé dans la boîte familiale, je bosse toujours dans la boîte familiale d'ailleurs depuis maintenant 10 ans. J'ai quitté l'école 2015-2016, donc ça va faire bientôt 10 ans, en tant que développeur dans la promotion immobilière. Donc je cherche des terrains pour mettre des immeubles, des centres commerciaux, des locaux d'activité, ou faire de la division foncière et du marchand de biens. Et en parallèle, depuis que je suis sorti de l'école, que j'ai un CDI, j'investis dans l'immobilier, avec d'abord un premier studio, puis ensuite des immeubles à la campagne, puis quelques petites opérations de marchand de biens, pas forcément faites exprès à l'époque, mais ça s'est transformé en opération de marchand de biens, des appartes, maisons. Depuis maintenant 1 an, une opération de marchand plutôt sympa avec Jérôme, et je suis en train de m'atteler, en développer plusieurs à côté. Et clairement, je vis de l'immobilier depuis 10 ans. Que ce soit à la base au travers de mon salaire familial, et aujourd'hui j'ai mes revenus locatifs qui sont plutôt conséquents, qui me permettent de vivre. J'ai toujours le salaire pendant quelques temps, mais je pense que ça va s'arrêter parce que l'activité est en train d'évoluer. Et c'est l'immobilier en gros qui me fait vivre et qui m'anime d'un point de vue professionnel depuis toutes ces années. Ouais. Et t'as beaucoup de biens aujourd'hui? J'ai, je crois que c'est 11 ou 12 immeubles. J'ai plus refait le compte avant. Ça fait une 60aine de lots. Plus, il y a 2 appartements indépendants et 3 maisons aussi indépendantes. Enfin, qui sont pas des immeubles, quoi. Mais bon, enfin, on se comprend, quoi. Ça fait une 60aine de lots. Ça dégage un loyer entre 250 et 300 000 euros annuels en fonction si je compte la LCD ou pas. Si je compte tout en longue durée, je suis à 250 000 euros annuels. De loyer. Tu sais combien de crédits? Je crois que je rembourse 120 000 euros par an de crédit. Donc c'est plutôt pas mal. En fait, j'ai à peu près un petit peu moins de 50% de mes loyers qui partent dans les crédits. Puis après, bon, il y a les taxes foncières, les charges et autres, mais ça me fait un bel excédent de trésorerie. J'ai plus le compte précis. Et en fait, j'ai jamais vraiment tenu mon cash flow précisément. On me demande toujours, tu fais combien de cash flow? En vrai, je sais pas. Et puis, t'arrives à un moment, tu t'en fous. Puis, c'est une des questions, on va pas spoiler le. Et puis, en fait, sur les 60 lots, t'en as 5 qui sont vides, t'en as un qui est en travaux, t'as machin, ça change tout le temps. Au début, c'est vrai que je l'avais. Tu tenais des tableaux Excel? Je le tenais, je savais surtout qu'au début, si j'avais ça dure 1 mois en général, ce genre de choses. Je savais surtout que si j'avais pas mon premier loyer, je remboursais pas le prêt. Je gagnais quasiment rien au début. Du coup, ça me faisait un peu stresser, mais depuis, je compte plus trop, mais je sais que tous les mois, ça va bien, quoi. Ok, top. Non, merci. Jérôme, à ton tour. La question initiale, c'était quoi? Te présenter, nous dire tes les passions. Alors, les passions. À nu. Les passions. Pas de pantalon. Exactement. On n'a pas de pantalon. Heureusement qu'on est un peu chaud ici. Heureusement qu'on est à l'aise. On est comme à la maison. Passion. Alors, j'ai fait pas mal de CrossFit pendant quelques années. C'est pour ça qu'au début, on s'est contacté avec Mathieu. J'ai arrêté depuis quelques mois, mais je risque de reprendre fin d'année. Donc, je fais beaucoup de sport. Maintenant, je fais pas mal de natation et de course. Donc, du swim and run, on appelle ça. Après, j'ai fait pas mal de rando, pas mal de courses, pas mal de trail. Donc, énormément de sport. En termes de passion, voyage, sport, immobilier, entrepreneuriat. Clairement, pour moi, c'est des passions. Honnêtement, sur la semaine, je travaille, on va dire 6 jours par semaine assez facilement. Et clairement, c'est réellement une passion pour moi. Donc voilà, c'est vraiment... ma vie se rime à du sport, de l'entrepreneuriat, de l'immobilier, des voyages, des soirées, des restos avec des amis, parce que j'ai quand même une attache, on va dire, pour ma famille et pour mes amis qui est hyper importante dans mon quotidien, et c'est aussi pour ça qu'on fait ça. C'est pour garder de la liberté pour sa famille, parce que en plus, je suis papa depuis 1 mois, c'est tout frais. Il est content. Donc c'est un métier complémentaire, hein, c'est hyper passionnant aussi. Donc c'est bien, t'as plus besoin de dormir depuis un mois. J'ai plus besoin de dormir, et du coup, ça me laisse plus de temps pour travailler maintenant. Ouais, c'est bien ça. Et ça donne des messages à 2h du matin. 2h du matin, je lui envoie des petits messages. Mathieu, j'ai pensé à ça et tout. J'ai travaillé là-dessus cette nuit. Ça donne plus de temps pour travailler, on va dire, et ça permet de s'organiser différemment aussi. Quand tu as un enfant. Ouais, c'est clair. Et quand on a 3, tu verras, t'es encore plus. T'en as 3, toi? Bon courage. Bon chance, comme ils disent. Ouais, mais ça va, ça fait plusieurs années, donc ça va. Ouais, après, c'est une organisation différente. Ça fait qu'1 mois en soi, tu vois. Mais depuis 1 mois, je me forme sur la productivité et le développement personnel, sur l'organisation de mon travail. Parce que je sais que ma vie va changer et je veux réellement avoir du temps avec mon fils, avec ma famille. Donc je m'organise différemment. Je suis en train de cadrer les choses et c'est en train de prendre forme petit à petit et c'est que du bonheur. Ouais, top. Et justement, ça me fait rebondir sur une question. Je voulais vous demander, c'était quoi l'investisseur immobilier pour vous? Et après, j'aurai une autre question pour faire un parallèle avec ça. C'était quoi l'investissement immobilier? Non, l'investisseur, c'est quoi un investisseur immobilier pour vous? Tu veux que je réponde?
Vas-y, commence. Un investisseur immobilier, tu as plusieurs profils. Tu as soit la personne qui va avoir uniquement faire du patrimonial, qui va acheter un bien à côté de son salariat pour avoir un bien qui soit payé dans 15, 20 ans ou 25 ans via son locataire. Un investisseur immobilier, ça peut être une personne qui veut vivre de l'immobilier, donc qui veut quitter son salariat, comme nous on a pu faire avec Mathieu assez récemment, qui nous permet de pouvoir avoir un revenu complémentaire de suite à l'instant T. En fait, l'investisseur immobilier, ça a plusieurs casquettes selon moi. Et moi, la casquette que je vois en tant qu'investisseur immobilier, t'es en tant que chef d'entreprise et chef de projet. Je l'associe beaucoup à la chef de projet parce que j'étais chef de projet pendant 10 ans. Et du coup, pour moi, t'es là en tant que chef d'orchestre, chef d'entreprise. Et tu as toutes les personnes avec qui tu travailles autour de toi. Et t'es là en tant que chef d'orchestre pour tirer un peu les rênes de tout le monde. T'es pas censé être un plombier, t'es pas censé être un électricien ou un fiscaliste. On demande d'être connaisseur dans chaque domaine, mais pas d'être spécialiste sur chaque domaine. Okay. Voilà un peu comment je vois l'investisseur immobilier. Top. Comme on est 3, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une question à chacun. Vas-y, on fait ça. Ça marche. Pour rebondir sur ça, vous êtes tous les deux entrepreneurs, sportifs, investisseurs. Quelle est la parallèle entre les trois ou les côtés un peu similaires? Je vais dire la résilience ou l'acharnement, le fait de toujours continuer, d'accepter qu'il y a des hauts et des bas. Dans tous les domaines, le CrossFit c'est hyper palpable parce qu'en fait t'as des bons jours, des mauvais jours et quand on s'attache vraiment au truc on devient hyper frustré. Et dans l'entrepreneuriat ou l'investissement c'est la même chose, on a des très mauvaises périodes, on a des moments hyper cool, mais je trouve que tout ce mix là c'est hyper stimulant. Et on en parlait ce matin, on était dans le métro tous les deux en train de se dire mais franchement ça nous a... Pourtant moi j'ai pris le métro plein de fois à Paris, je suis originaire d'ici, j'étais là pour mes études pendant des années et juste ça m'a traumatisé ce matin quoi. Me dire mais je sais pas, en fait expédition dans la rat race là, ça c'est un truc de fou. Moi pendant des années tu sais, je me rappelle, et quand là je retourne voir mes collègues de la banque, t'arrives et tu leur dis ça va et tout, ouais comme un lundi, ou ils sont pas contents. Et là, le fait de reprendre le transport, tu vois les gens qui font la gueule et tout, et ça te replonge un petit peu dans le... Même s'il y en a qui aiment bien, qui affectionnent le côté CDI. Ils avaient quand même l'air mort-vivant ce matin. Dans le c'est là où on s'est dit avec Mathieu, on n'a pas encore atteint l'objectif final qu'on voulait, on va dire à moyen terme, mais le premier objectif qu'on voulait avoir, on l'a atteint. Et c'est là où on s'en rend compte réellement parce que on fait un peu ce qu'on veut réellement quand on veut et on est assez libre. Et quand tu vois la vie qu'on a vue ce matin, dans le train, dans le métro, etc., on se dit ok, on a réussi à quitter ça, c'est déjà une très bonne chose et notre premier objectif est déjà au moins coché, tu vois. En fait, c'est ça la problématique, c'est que les gens ils font des choses qui ne leur plaisent pas, je pense. Ah, mais quand parce tu fais que quelque chose qui te plaît, tu vois, même si t'es en salarié ou si t'es en CDI, il y a pas de problème. Mais quand tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, c'est difficile de te lever le matin pour c'est clair comme ça, quoi. Et puis c'est même au-delà de ça, c'est que ils font des trucs qui leur plaisent pas et ils essayent pas de s'élever un peu l'esprit ou de s'élever en se disant il y a peut-être une autre solution. Et je me souviens d'une copine à Paris, je lui disais mais faire 1h30 de transport pour aller au bureau, je dis mais juste moi ça me fait péter un câble, je le fais là pendant mes études et maintenant, mais je veux plus faire ça. Et elle me regarde et elle me dit mais Mathieu, atterris, c'est normal, tout le monde fait ça, il y a pas d'autre solution quoi. Et en fait je pense que la majorité de la population, et je veux pas avoir l'air d'un connard quand je dis ça, attention, mais il y a plein de gens juste ils sont comme ça. Exactement. Et puis ils voient pas qu'il y a peut-être d'autres solutions et que finalement ils veulent gagner 3500 balles par mois, mais peut-être qu'avec 3000 euros ils auraient une vie carrément mieux, plus tranquille, ou 2500 balles, et qu'on se focalise trop, je sais pas, sur un objectif financier et pas assez sur une liberté potentielle ou les autres chemins qu'il y a quoi. Je pense que c'est une question d'éducation aussi qu'on a en France, je pense. Ça dépend de ton entourage aussi. C'est mal. C'est que moi je le vois de mon entourage, j'ai une famille, il y a pas d'investisseur immobilier, pas d'entrepreneur, il y a rien du tout. Et quand je me suis lancé tout seul dans mon coin à lire des livres, à regarder des vidéos sur internet. Et quand je me suis lancé, tout le monde autour de moi me tirait vers le bas, me freinait réellement, tu vois. Donc si t'as pas la mentalité de te dire je veux absolument réussir ça, j'ai tel objectif, je vais y aller et je m'en fous de tout ce que vous pouvez me dire, mais t'as plein de personnes autour de toi qui vont te remettre un peu dans le droit chemin, qui en soi, pour nous, c'est pas le bon chemin, mais il y a certains, ça leur va très bien, et qui t'arrêtent durant ton objectif, en fait, tout simplement. Se dire que c'est possible, quoi. Ouais, en fait, aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas d'excuses, parce que là où tu pouvais y avoir, il y a 30 ans, 40 ans, où tu vois, comme t'as dit, quand ta famille, elle est pas investisseur, entrepreneur, tu viens pas de ce milieu-là,
tu sais pas forcément que ça existe. Ou avant, en tout cas, tu savais pas que ça existait. Ouais. Mais aujourd'hui, en 2024, T'as des avec sources. les réseaux sociaux, avec t'as tout ce qu'il Internet faut, et tout, il y a tout. ça peut pas être une excuse. Et même sans parler d'aller payer formation, t'as tout de gratuit. Ouais, c'est clair. Si t'as envie, il y a forcément des choses à faire. Mais t'as tout dit. Il a tout dit, Mathieu. C'est si t'as envie, en fait. C'est que la plupart des gens, en fait, ils voudraient avoir de l'argent, mais ils mettent pas ils font pas tous les sacrifices pour avoir cet argent-là, tu vois. Moi, je vois tout mon entourage de potes vraiment proches. J'en ai un qui est entrepreneur, les autres, j'en ai aucun qui sont entrepreneurs. J'arrive pas à les convertir dans l'entrepreneuriat. Pourtant, il y en a qui ont des qualités monstrueuses, mais j'arrive pas à les mettre dedans parce qu'ils ont peur. Ils se disent, mais non, j'aurais pu mes congés payés, j'aurais pu ci, j'aurais pu ça. Alors que réellement, les congés payés, c'est quoi en soi? C'est rien du tout, parce que nous, si on veut des congés, on a les congés. Si on veut arrêter de travailler un jour, on arrête de travailler. C'est une mentalité à avoir. Après, on n'est pas tous. Moi, je pense qu'on n'est pas tous faits pour être entrepreneur. C'est une mentalité à avoir. De toute façon, il nous faut des caissiers au supermarché. Ouais. Non, mais après, ouais, c'est vrai. Il faut tout pour faire. Non, mais il y a un monde faut 100% entrepreneurial, voilà. il marcherait pas. Non. Ouais. Ah non, il marcherait pas. Non, je pense que c'est pas possible. Et tu le vois aujourd'hui avec les auto-entrepreneurs, où c'est pas une critique, hein, mais tu as beaucoup de prestataires qui se lancent et ils ont le même raisonnement que lorsqu'ils étaient salariés. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça fonctionne pas. Et même encore pire, parce que c'est peut-être des salariés médiocres. Tu vois, c'est pas pour faire le con ou n'importe, mais t'as des gens, ils ont pas l'envie, ils ont pas envie de se donner, et puis ils veulent se mettre à leur compte. Ça marche pas. Non. Même en auto-entreprise, en prestat, ça peut pas marcher. C'est une mentalité à avoir. Ouais. Réellement, je pense qu'il faut avoir un certain leadership, une certaine autonomie, une certaine personnalité. Tu peux pas dire, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ça, pour moi, c'est sûr et certain. Quand on dit, mais non, va te former, fais du développement, focus-toi là-dessus. Non, il y a des gens qui sont réellement pas faits pour ça. Ça, c'est sûr. Il y en a, ils ont pas le goût du risque comme nous, on peut avoir, entre guillemets. On n'est pas tous faits pour être entrepreneur. Après, une fois que tu as découvert ça. Pour le résultat, non. Ouais, et en soi, le risque, maintenant, c'est quoi le risque? Tiens, justement, quel profil d'investisseur vous êtes? Est-ce que vous êtes un profil modéré, prudent, risqué? Non, moi je suis risqué à mort. J'essaie d'ailleurs de me maîtriser, mais tu vois, j'en parle ouvertement parce que j'en ai parlé plein de fois. Genre, j'ai perdu 80 000 balles sur des robots de trading automatiques à 10% par mois. Parce qu'à un moment, j'ai dit, bon, vas-y, let's go. Soit je gagne 10 ans, soit j'en perds 2. Bon, j'en ai perdu 2. Moi, je me suis dit, je l'ai pris comme ça. Ouais. Mais non, moi, j'ai un profil risqué. Et d'ailleurs, ça m'a aidé. C'est-à-dire que j'ai investi dans des trucs au début en me disant, vas-y, j'achète le plus possible et je verrai plus tard les problèmes. Bon, ça fait 2 ans que je les gère, c'est un peu chiant, mais au moins, je me suis pas trop posé la question de ah ouais, mais si jamais il y a un avion qui tombe sur la maison et que tu vois l'assurance rembourse pas, je suis d'accord. Je me suis dit bon on y va, au pire il y aura forcément une solution et en vrai c'est ça. C'est quoi la pire merde que tu as eu à gérer? Par laquelle commencer? Alors, j'ai un immeuble, j'en ai fait un podcast de 2 heures avec ma compagne. Alors en fait, je pense que la pire merde, c'est qu'on a acheté un immeuble avec ma compagne de 12 logements. Pareil, en se disant, ouais, bon, ça va aller nickel. Et on a eu toutes les merdes possibles et imaginables. Je te l'ai fait vite fait. Mais genre, une invasion de nuit. En fait, l'ancien propriétaire a mis tous les clodos du village dedans. Il a mis au propre. Il a filé, je pense, du cash à tout le monde pour qu'il paye pendant 3 mois. Et nous, on s'est retrouvés avec un truc pourri avec la moitié des mecs qui payaient plus. Des cafards dans tous les sens, des gars qui stockaient leurs poubelles dans les apparts. On a un mec qui chiait sur la cuvette de ses toilettes. Je te jure, c'est pas une blague. Enfin, bref, abusé. Et il se trouve que cet immeuble a brûlé un jour. Hein? C'était pour décorer. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. C'était pour l'ambiance, ouais. Cet immeuble a brûlé. Donc, on a eu 2 appartements complètement ruinés. Un mort quand même. Ouais, une morte, ouais, malheureusement. Tous les locataires dehors. Et nous, en fait, on s'est retrouvés avec l'assurance qui nous dit, on vous refait les 2 apparts qu'on brûlait. Par contre, les 10 autres, vous débrouillez, quoi. Et donc ça, c'est une bonne tuile, surtout que j'ai toujours une trésor tendue. Donc je conseille pas, mais là j'y travaille. Et là, gros cumul de merde. Et cet immeuble, à chaque fois je fais un truc, il se passe une dinguerie. Tu vois, l'autre jour j'ai fixé une plainte, j'essaie de pas trop bricoler, mais je fixe une plainte, boum, je perce une canalisation, tu vois. Ouais, arrête le bricolage. Donc non, pire merde, c'est une globalité avec celui-ci. Je peux juste pas te le résumer en 2 secondes, mais une bonne merde, mais grosse charge mentale. Et là on est en train de le vendre et ça se passe hyper bien, donc je pense que gros soulagement. Et compliqué avec ma compagne aussi, où bon, ça a un peu tendu ça. On a de la chance tous les deux, ça va très bien, mais il y a un moment, ça nous a un peu tendu. Parce que les soucis d'argent, c'est lourd. Ouais, c'est clair. C'est pas très grave tout de suite, mais tu sais, mentalement, ça travaille. Et plus grosse merde aussi, c'est les robots de trading où en fait, c'est pas tant l'argent, c'est les 2 ans perdus. Je me suis pas rendu compte que 2 ans de perdu dans une vie, c'est énorme. En fait, j'ai stoppé mon parcours d'investissement, j'ai fait ça à fond. Je me dis, l'immobilier, c'est nul, on peut gagner 10% par mois. C'est faux d'ailleurs, hein, si vous faites ça, vous faites arnaquer. Ça n'existe pas. Et j'ai perdu 2 ans, dont j'ai laissé des trucs partir à volo sans m'en occuper. Ouais. Et là, ça m'a pas aidé, quoi.
Ouais, c'est Mais clair. jusque-là, globalement, je m'en sors bien et ces expériences, ça me permettent maintenant d'en parler aussi et de pas les refaire. Ouais, c'est clair, et ça te permet d'avancer, ça te permet de plus les refaire, comme tu dis. Ouais. En fait, il y a qu'en faisant des conneries, je pense que tu apprends, parce que Bien t'as sûr. beau faire toutes les formations du monde, si tu passes pas l'action, tu fais pas de conneries, bah, Et on est à beau te le dire. Ouais, fais pas ça comme Ouais. ça parce qu'il va t'arriver ça. T'es là genre, ouais, mais non, moi je suis plus intelligent que les anciens. Et en fait, les anciens, ils ont déjà tout vu, ils savent tout, mais on les écoute pas. C'est toujours pareil, quoi. Faut se faire sa propre expérience. C'est clair. Top. Jérôme, quel profil? Moi, je dirais plus modéré, mais ça dépend dans quel type d'activité. Je dirais en termes d'immobilier, pour moi, le risque, il est très, 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 très minime parce qu'en fait, à partir du moment où je sais que j'achète en dessous du prix du marché, j'ai réellement pas de risque. C'est pas compliqué l'immobilier. Tu regardes le prix du marché, tu regardes à quel prix tu dois acheter. Si tu achètes en dessous du prix du marché, le risque, il est nul. Pour moi, il est nul. Après, en termes d'investissement à côté de l'immobilier, moi, j'en ai pas beaucoup fait parce que moi, je suis spécialiste de l'immobilier et je suis plus partisan de rester sur la niche dans laquelle je suis spécialiste. Parce que je connais l'immobilier, je sais comment gagner de l'argent dans l'immobilier. Le reste, je connais pas, ça m'intéresse pas et j'ai pas envie de me diversifier. Donc, pour moi, je reste focus dans l'immobilier. Donc, mais je dirais modéré en soi. Et après, mon parcours, il a changé suivant le type d'investissement au fur et à mesure de mon expérience, au fur et à mesure des années. Mais rien à voir avec le parcours de Mathieu sur les investissements à côté. En tout cas, moi, je suis plus immobilier. Tu as beaucoup de biens aujourd'hui, tu nous dis? En termes de biens, moi j'ai fait des gros arbitrages quand même parce que j'ai eu des stratégies différentes. En fait, j'ai commencé en 2014 l'immobilier par ma résidence principale, où j'ai acheté ma résidence principale sans aucune formation, sans rien. Et après, j'ai fait des immeubles de rapport en fait. Et au fur et à mesure, j'ai revendu mes immeubles de rapport que j'avais à la campagne parce que je me suis rendu compte que c'est pas du tout le type d'investissement que je voulais faire. Ça me représentait pas et je voyais pas du tout de plaisir dans l'investissement parce que en soi, moi, je vois l'investissement dans l'immobilier où si je veux profiter un week-end de mon appart, ben je veux pouvoir y aller en fait et que ça me plaise d'y aller, tu vois. Et les premiers immeubles que j'avais, réellement, j'avais aucun intérêt d'y aller. Donc j'ai revendu pas mal de lots et maintenant j'achète plus on va dire des biens dans des communes entre 5 et 10 000 euros du mètre. Donc j'ai un patrimoine, on va dire, en termes de capital aussi élevé qu'avant, mais en termes de lots beaucoup plus restreint qu'avant. D'accord. Donc je suis plus dans la qualité que de la quantité. T'es plus dans de l'investissement patrimonial que J'ai les deux. cash flow, quoi. Ouais, j'ai les deux. J'ai par exemple, j'ai quelques lots qui sont très, 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 très rentables à l'instant T, mais qui, une fois revendus, ils vont prendre énormément de valeur. Par contre, j'ai d'autres lots qui sont plus patrimoniales et plus liquides. Donc, D'accord. si j'ai besoin de les revendre demain, je sais que demain, il est vendu et ça prend de la valeur. T'es à 8-10 000 euros du mètre et ça prend de la valeur réellement. Je suis plus dans ce type d'investissement à l'heure actuelle. Ok. Et quand tu dis l'immobilier, c'est pas risqué, si demain tu achètes un bien un peu comme Mathieu a fait, où tu as des problématiques derrière, tu penses que ça, c'est pas risqué pour toi? En fait, pour moi, je pars du principe où chaque problématique, il y a des choses que tu peux réellement pas anticiper, oui, peut-être. Mais en fait, par exemple, tu pars du principe où tu achètes un bien où ça a rénové complètement. Avec l'expérience, tu sais très bien que tu peux tout rénover. C'est juste une question de budget, en fait. Tu peux acheter une ruine qui est complètement pourrie, qui a des termites, qui a une toiture pourrie, qui est complètement délabrée. Mais à partir du moment où tu as prévu le bon budget pour rénover ce bien-là, pour moi, le risque, il est complètement limité. Donc, à partir du moment où tu sais que pour rénover tel bien, tu as besoin de tant de travaux, que tu sais faire une addition sur ton téléphone, ouais. Moi, le problème, il est vraiment tout résolu. Hein. Encore une fois, là, je signe un nouveau bien. Le bien, il y a énormément de travaux. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas voulu y aller. Moi, j'y vais pourquoi? Parce que je sais combien de travaux j'ai dessus. Je sais très bien qu'à la fin des travaux, ça va prendre de la valeur. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est encore une fois, c'est connaître ton marché, savoir budgétiser tes travaux et voilà, tout se rénove pour moi. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que si tu achètes sous le prix du marché et qu'une fois que tes travaux sont faits, t'es inférieur au prix de revente, Ouais, c'est clair. au pire tu revends à zéro et puis bon, t'as perdu du temps, quoi. Mm. Notre immeuble qui a cramé, finalement, on aurait pu le revendre au moment où il a brûlé en vendant la prime d'assurance et autres. Enfin, t'as des montages un peu à faire. On serait sorti à zéro, sauf que nous, on visait plus, tu vois. Ouais. Donc ça nous a bouffé le cerveau pendant 2 ans. Par contre, on va gagner 100 000 balles à la fin. Ouais, c'est beau. En fait, je pense qu'il faut anticiper ça un petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des biens en province ou sur des villes où il y a très peu d'habitants, où il y a beaucoup de cash flow. Mhm. Mais au final, ils n'ont pas la vision globale de leur projet. Donc, quand ils revendent, Ben ils oui. perdent tout le cash qu'ils ont gagné. C'est le problème, c'est qu'on se focalise trop aujourd'hui sur. Et je pense que les formateurs ou autres, on a été beaucoup. Enfin, je dis on, mais nous clairement pas. Mais il y a eu ouais. ce post-Covid, on a insisté sur un seul truc, c'est le cash flow. t'achètes 2000 euros de cash flow par mois. Ouais. Peu importe que t'aies acheté 3 fois le prix du marché, t'as tant de cash flow par mois. Et en fait, les gens sont allés tous là-dedans parce que c'est hyper cool. T'achètes un truc, le mois d'après, t'as gagné 2000 balles, tu dis waouh, Ouais, incroyable. mais il faut Sauf pas que- revendre. Ouais, voilà. Ouais, faut pas revendre. Et en fait, nous, on explique tout le temps, c'est
l'argent que tu as gagné, tu le sauras vraiment le jour où tu as revendu. Parce que si tu revends à 200 000 euros moins cher, tu as beau avoir gagné 2 000 euros par mois virtuellement sur tes clair. comptes, en fait, tu as perdu, quoi. Donc, il y a ça, faut y faire attention. Et pour nous, c'est une règle d'or aujourd'hui. On achète toujours moins cher que ce qu'on peut revendre le jour même. Ou au pire à zéro. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on a acheté, on a une plus-value. Même si elle est de 5 ou 10 000 euros, ce qui est pas énorme. Si t'as ça, t'es en sécurité tout le T'es en temps. sécurité, le risque il est complètement mesuré, tout à fait. Et c'est voilà, après c'est une question d'expérience. Ça fait quelques années qu'on fait ça. À partir du moment où tu sais que que ton lot tu peux le rénover pour tant, ben si t'as bien anticipé le montant des travaux, ben il y a aucun problème par rapport à ça. Mais le risque c'est quoi? C'est le risque c'est que t'achètes au-dessus du marché. Ça, il faut faire une étude de marché. Et le risque c'est de bien estimer le montant des travaux. Et ça, c'est l'expérience et l'entourage et le réseau que t'as autour de toi. À partir de là. Après, on a un parcours avec Mathieu où on a commencé sur le même type d'investissement et on est en train de changer notre stratégie depuis quelques mois, quelques années. Voilà, on se rend compte de certaines choses et ça, encore une fois, c'est l'expérience qui fait que. Et on veut plus partir sur des choses plus qualitatives, moins d'emmerdes, ça c'est sûr, parce que les immeubles de rapport c'est bien, mais t'as une toiture, t'as des parties communes, t'as des locataires qui t'appellent pour un oui ou pour un non. Bref, il y a des choses qu'on me disait, moi, il y a quelques années, comme disait Mathieu tout à l'heure, les anciens, on les écoute pas. Mais moi, tout ce que je suis en train de mettre en place et tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est des choses qu'on m'a dit quand j'ai commencé l'immobilier, tu vois. Et sauf que tu crois que tu vas réinventer la roue, alors que pas du tout. Tu vas réinventer du tout et tu refais exactement ce qu'on t'avait conseillé de faire à l'instant T. Ouais, c'est clair. On a fait un petit parallèle entre investisseurs, entrepreneurs, sportifs. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est un peu comme les sportifs de haut niveau, être investisseur, entrepreneur, qu'il faut être suivi mentalement, qu'il faut être suivi pour ton corps? Est-ce qu'il faut faire attention à son alimentation, le sommeil, tout ça? Tout à fait. Ouais. Je pense que tu peux le faire sans, mais si tu veux vraiment performer, tout exploser, que ce soit en rapidité, en efficacité, en résultat, ça change tout. Ça c'est sûr. Ouais, j'en suis convaincu. Mais nous-mêmes, on se fait accompagner maintenant sur des sujets qu'on maîtrise moins, d'un point de vue entrepreneurial et autres. Et les résultats sur les 2 premiers mois. Tu vois direct. C'est hallucinant, quoi. Puis c'est marrant que tu abordes ce sujet-là parce que moi, c'est ce que je suis en train de développer, justement. De l'efficacité dans mon travail, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'optimisation du temps et de l'énergie de mon cerveau en travail. Et tu te rends compte, et du sommeil, exactement. Et en fait, je suis en train de mettre des choses en place dès le réveil, en fait, qui font que tu as plus d'énergie, tu as plus d'efficacité et tu es beaucoup plus t'es beaucoup plus rentable et efficace, ton temps est beaucoup plus rentabilisé et c'est pareil qu'un professionnel, un sportif professionnel, t'as tout à fait raison. Ouais. Et se faire accompagner, ça aide, et avoir quelqu'un qui l'a déjà fait autour de soi, qui nous accompagne, qui soit un mentor, qui soit un parent ou autre, mais quelqu'un qui a déjà fait ce qu'on veut faire, ça change tout. Mais le côté, je parlais plus du côté mental, psychologique, tout à fait. Aller voir un psy, un hypnotiseur, des choses comme ça, c'est des choses, la naturopathie, c'est des choses auxquelles vous avez recours aujourd'hui ou pas du tout? Alors, non, enfin oui et non. J'ai un très bon ami qui est préparateur mental. Ouais. J'ai fait plusieurs séances avec lui, sessions, je sais plus comment il appelle ça. Et en vrai, je pense que ça fait un peu comme avec un psy, parce qu'en fait, c'était un échange et je lui ai balancé tout ce que j'avais sur le cœur avec son répondant. Ce qui est marrant, parce que c'est aussi un très bon ami. Tu vois, on est vraiment, ça fait partie de mes meilleurs amis, on est hyper proches, mais là, il était vraiment avec sa casquette de préparateur mental. Il a emmené 3 équipes au JO, là, cette année, avec des médailles et tout, donc il est, si tu veux, ça, c'est calé. Et ouais, ça m'a ouvert les yeux sur la manière de me connaître et sur les choses à faire et tout. Et d'ailleurs, on l'a eu dans un séminaire avec Jérôme. Ça nous a appris à nous connaître tous les deux et ça nous aide énormément dans notre relation. Enfin, on n'a pas de problème de relation, mais en fait, dans les choses à faire, la gestion des tâches et autres, on sait que Jérôme, il va avoir un profil plus sur tel type de tâches. Moi, ce sera plus tel type de choses. J'ai moins de problèmes maintenant à dire. Si vous me demandez ça, je sais que ce sera mal fait parce qu'en fait, juste, je suis pas bon pour ça. Par contre, sur tel point, je vais tout éclater. Et ouais, non, ça aide à mort. Après, psy ou psychothérapeute, j'ai jamais fait personnellement. Mes parents se sont rencontrés en psychothérapie, donc ils m'ont toujours dit que c'était juste incroyable et que ça pouvait aider. Un lieu de rencontre. Ouais, c'est ça. Soi-disant, ma mère avait oublié son dentifrice. Soi-disant. Mais oui, je pense que ça aide à mort. Et moi, c'était du côté, du coup, préparateur mental, franchement incroyable. Et j'en ai pas fait beaucoup, mais le peu que j'ai fait avec lui, ouais, ça m'a aidé beaucoup. Et il y a beaucoup d'investisseurs, ça me fait penser à ça, cette histoire-là. Il y a beaucoup d'investisseurs qui peuvent pas investir, par exemple, tout seuls ou qui se sentent pas capables, qui ont envie de s'associer à quelqu'un.
mais qui ne trouvent pas d'associés. Comment vous êtes rencontrés tous les deux et qu'est-ce qui a fait que vous êtes associés? Instagram. Ouais, justement, moi j'avais une page Instagram où j'essayais de développer Instagram. Je me suis vite rendu compte que j'aimais pas ça. Et Mathieu m'avait contacté parce que j'allais sur une compète de CrossFit justement, et du coup on a échangé avec Mathieu. On s'est rendu compte qu'on aimait tous les deux le sport, qu'on aimait tous les deux le CrossFit, qu'on aimait l'immobilier tous les deux, et du coup on a pas mal échangé. C'était l'amour fou dès le début. Ouais, on s'envoyait plus de messages qu'à nos copines au bout d'une semaine. C'était incroyable. On a eu pas mal de points communs, donc voilà. Donc après on s'est rencontrés, on a commencé les podcasts, on a commencé à se dire attends, on a peut-être un peu les mêmes objectifs en termes d'immobilier, en termes d'entrepreneuriat. Donc petit à petit ça s'est fait, mais ouais, sur les réseaux sociaux on s'est rencontrés, tout à fait. D'accord. Et après vous êtes rencontrés, vous avez en fait, il y a eu les premiers messages, les échanges, on a parlé de podcast. Ouais. Au tout début, on a voulu s'associer sur une franchise de logements atypiques. D'accord. Finalement, on n'a pas été au bout, mais on avait bien étudié le truc, on a fait plusieurs rendez-vous de closing, on avait le contrat et tout, puis finalement, on n'a pas donné suite pour diverses raisons. On a fait notre podcast, donc ça nous a permis d'échanger aussi beaucoup, en fait, comme on le faisait au téléphone ou par message, on laisse envoyer des vocaux tout le temps. On faisait la même chose en podcast, et ensuite, on avait tous les deux l'idée. Déjà, on a fait cette opération de marchand de biens à Talence. Ouais. On voulait faire des choses ensemble. Jérôme a trouvé l'opération, s'est associé dessus. On a trouvé des associés aussi via notre réseau. D'accord. D'ailleurs, tu crois pas si bien dire quand tu dis qu'il y a des gens qui veulent faire de l'immobilier mais qui ont peur. Ils ont pas forcément peur ceux-là, mais ils avaient besoin d'opérationnel. Et en fait, on a eu un nombre de demandes. Quand le dossier est sorti dans le bon réseau, on a eu, c'est Jérôme, il y avait son numéro de téléphone. Ouais, je me suis fait harceler au téléphone pour trouver. On avait besoin de 300 000 euros. On a trouvé en l'espace de... en une journée ou deux, quoi. On a fait passer des entretiens d'embauche pour que les mecs viennent poser 300 000 euros chez nous. Lunaire. Et comment vous avez fait pour le montage? C'était quoi le deal? C'était de vous associer? C'était quoi? À la base, non. À la base, c'était pas de s'associer. C'était par obligation, en fait. On remettait un pourcentage une fois qu'ils avaient investi. Et en fait, on a eu plusieurs profils de personnes qui voulaient investir, qui voulaient nous prêter de l'argent, sauf qu'on avait 50 000 euros d'un côté, 60 000 euros de l'autre, et nous, on avait besoin un peu moins de 300 000 euros. Même pas, à la base, c'était 200 000 euros, je dis des bêtises. D'accord. Et en fait, à un moment, on a rencontré un couple qui nous dit, écoutez, nous, on est prêt à mettre 300 000 euros sur la table, mais directement. Donc, nous, un contrat, donc beaucoup plus simple, beaucoup plus d'argent par ces personnes-là, du coup, beaucoup moins d'emprunts bancaires. Donc, pour nous, c'était quand même plus intéressant parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, en tant que marchand de biens, je pense que tu dois très bien le savoir, les taux d'intérêt actuellement font quand même très très mal en termes de frais financiers. Donc, plus on diminue le crédit bancaire, plus la rentabilité augmente. Donc, en fait, ils nous ont proposé 300 000 euros. On a dit avec Mathieu, OK, on va réfléchir. Et ils avaient une condition, c'est qu'ils s'associent avec nous au projet. À la base, c'était juste par obligation, et en fait, on s'est associé avec eux, donc on a fait 50-50. Ils ont 50% des parts, ils ont amené l'argent, et nous, on fait l'opérationnel. Ok. Ouais, c'est cool ça comme c'est trop bien. association pour des gens qui savent pas comment se lancer. Pour eux, ça les rassure. Pour vous, ça vous permet d'échapper entre guillemets à la banque et d'avoir les fonds beaucoup plus rapidement. Tout à fait. Donc c'est vraiment cool. Là, l'opération, on en est où? C'est sur la fin. On devrait réceptionner le chantier fin septembre. D'accord. Rénovation entière d'une ville, d'une échoppe, c'est bordelais. C'est une échoppe bordelaise, ouais. Je vais laisser Jérôme me présenter, parce qu'il en parle vachement mieux que moi. Du coin. Ouais, c'est la rénovation d'une maison, donc Bordeaux, donc échoppe bordelaise, c'est les maisons typiques en pierre de Bordeaux, où on a énormément rajouté de la valeur à la maison, parce que en gros, c'est des maisons avec des combles qui sont non aménageables. Donc nous, on a récupéré les combles, on a créé de la valeur, on a créé de la superficie en plus. On a fait pas mal de travaux à l'intérieur, et ça va être un projet assez, on va pas dire du haut de gamme, c'est du qualitatif. C'est peut-être pas encore dans le haut de gamme, mais on est quand même sur un secteur à 6-7 000 euros du mètre, avec 220 mètres carrés, je crois, habitables à la fin. On a quand même réussi à mettre une piscine dans un secteur hyper prisé où c'est hyper compliqué. Donc voilà, c'est un beau projet, on va dire vitrine pour nous. Bien sûr, on va pas faire que ce type de projet. On fait pas que ce type de projet en marchand parce que c'est long. C'est long. Ça prend du temps, ça bloque de l'argent, ça bloque de l'énergie, ça bloque. C'est les travaux, c'est chiant. Enfin, ça va être rémunérateur, parce que la marge, on va faire l'équivalent de 10 ans de salaire d'un cadre moyen, donc ça va. Quoi la marge? 300. Si on a plus de 300, on est content, quoi. Okay. Mais bon, le marché en ce moment est un peu. Ça va dépendre, ça va dépendre du prix de revente, parce que en soi. Le marché il est un peu baissier. Enfin, comment vous appréhendez ça? En fait, on est très large. On a plus de 30 ou 35% de marge, donc on sait qu'on a une vraie sécurité. Et même en vendant au prix le plus bas estimé,
Ouais. Voilà, je pense que ça va partir en 5 minutes. On a une marge confortable. On va taper nos 20% de marge du bilan de marchand, donc avant IS, mais c'est quand même très bien, quoi. Ouais, on s'est sécurisé. Encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a énormément de travaux sur cette maison, mais à partir du moment où, enfin, moi, je connais le secteur par cœur. Je savais le prix d'achat. Je savais, là, on prenait 0 risque. Clairement, on a acheté à 2800 du mètre, et c'est un secteur à 6500, 7000 du mètre. Donc, en soi. Et justement, par rapport à ça, c'est quoi vos effets, enfin, votre levier de négociation aujourd'hui quand vous achetez un bien? C'est quoi les meilleurs négos que vous avez fait? Comment vous y prenez? Celui-ci, il n'y a pas eu de négo. Ah ouais, C'était achat cash tout de suite. Mais en fait, Jérôme, il a visité un bien le vendredi soir. Et on le dit tout le temps, il faut aller visiter le plus possible. Il visite un bien le vendredi soir. Le bien est naze, mais l'agent dit, demain, je rentre une maison. Il montre à Jérôme, c'est tant. Il voit le prix, il dit ok, je me souviens, il m'appelle direct, il me dit demain à 8h je visite une maison, l'offre elle est prête, on achète au prix, et c'est déjà juste en l'état, c'est rentable. Donc là on n'a pas négocié. Après les leviers de négociation, c'est il n'y a pas vraiment de levier très précis. Moi je fais des offres et puis ça passe ou ça casse. J'essaie de les argumenter sans casser trop de sucre sur le dos du bien, parce que des fois que ce soit le bien de la grand-mère ou le mec il a passé toute son enfance, t'as pas trop envie de les éclater. Mais je suis plus du tout attaché aux opérations que je fais, c'est-à-dire que émotionnellement je m'en fiche. Au début j'étais là, c'est cet immeuble-là, il me le faut absolument. Maintenant j'ai toujours la même réponse, c'est écoutez, si c'est pas celui-là, il y en a 10 autres dans la rue, il y a pas de problème, il y en aura d'autres. Et j'envoie des offres au prix qui me convient moi. Je fais mon bilan, je dis je veux 10% de renta, 11% de renta, 11 ans de travaux, le prix c'est 300 000 au lieu de 400, j'envoie mon offre à 300 et ça passe ou ça casse. Ok. Et après, par rapport aux gens, comment tu les abordes? Est-ce que souvent il y a un agent immobilier entre vous? Moi, systématiquement, tous les achats que j'ai fait, il y avait un agent immobilier. Et ma première question, et ça fait marrer les gens sur Insta, mais à chaque fois, c'est ok, le bien, il part à combien? Le mec, il dit 400, il dit je sais qu'à 350, ils le vendent demain. Moi, mon prix, il tombe direct à 350 déjà. Ouais. Et je passe systématiquement avec des agents sur tous les achats que j'ai fait. Et je trouve que c'est un bon intermédiaire de négociation parce que lui, il a pas d'affect. Lui, il est un peu de ton côté parce qu'il a envie d'aller vite. Il va savoir persuader les gens. Puis moi, je suis capable de lui redire, le jour où je découpe l'immeuble, je leur vends les 6 appartements, c'est toi qui les vends, et ce genre de truc, tu vois, ça le séduit bien. Et ça met un tampon entre les deux. S'il faut. Ouais. Le particulier, il est trop attaché à son bien, en fait. Et à partir du moment où il te voit venir, et puis nous, maintenant, on est professionnels, il se dit, le professionnel, il veut gagner de l'argent, machin, et tout ce qui va avec. Donc, c'est toujours compliqué. Je crois que c'est pareil. Je crois que j'ai toujours acheté avec une agence, parce que le particulier lui-même, en soi, t'as l'impression que c'est plus compliqué de négocier. En fait, le problème, 50 ou 70% des particuliers, ils fixent le prix de vente de leur bien par rapport à leur futur achat. Donc en soi, pour leur faire comprendre que leur bien n'est pas au prix du marché, c'est très compliqué parce que nous, on est là en tant qu'acquéreur. Mais si c'est une personne intermédiaire, un agent immobilier qui leur explique, ils auront plus tendance à l'écouter. Donc voilà, les arguments de négociation, comme Mathieu l'a dit, il y a pas mal de choses avec un agent immobilier, comme quoi on va lui redonner à la vente les biens immobiliers, comme quoi nous, on est professionnels, on a peut-être des conditions de financement qui sont différentes qu'un particulier. Certes, on a d'autres conditions, mais peut-être qu'en termes de financement, on est beaucoup plus finançable qu'un particulier simplement, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais donner confiance aux agents et aux particuliers, ça dépend. L'agent immobilier, moi, il me semble incontournable, notamment pour les profils communs où je suis nul en négociation. Tu mets on essaie de négocier un truc ensemble, je te paye le bien plus cher que ce que tu voulais vendre. C'est sûr. Jérôme, il le sait très bien. Dès qu'on parle d'argent maintenant dans nos négos, c'est lui qui parle. Et du coup, avoir cet agent immobilier, c'est très bien parce que ça fait un intermédiaire. Au moins, je peux être franc avec lui. Lui, que ce soit vendu à 400 ou 350, fondamentalement, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est sa com. C'est vendre. Ouais, et donc, je pense que pour les profils comme moi qui sont pas bons en négo, déjà, faut savoir le reconnaître parce que sinon, on va se brûler les ailes. Et c'est indispensable, l'agent immobilier. Et je suis ravi de payer des commissions aux agences parce qu'à chaque fois, on paye moins cher le bien. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que, comme tu disais, il est de ton côté ou des fois, il peut être du côté du vendeur également, mais il sert de tampon pour pas, tu vois, tu fais une grosse négo avec le vendeur en direct, il peut mal le prendre et ça casse la vente. Exactement. Alors que lui, il est là pour un petit peu... Ouais, il fait le tampon, comme tu disais très bien, tout à fait, il est là pour faire le tampon. Mais les agents immobiliers, en fait, je pense qu'ils sont sous-cotés. Après, t'as beaucoup d'agents immobiliers qui sortent parce qu'ils ont regardé Stéphane Plaza à la télé, ils étaient pâtissiers la veille, et le lendemain, ils se disent, je vais faire agent immobilier. Ça, c'est le premier réseau de mandataires, là. Les mecs, ils ont vu la lumière. Il y en a beaucoup, ouais. Maintenant, ça commence à faire le tri, quand même, avec là, depuis un an ou deux, il y en a moins. On les voit plus sur le marché. Même sur les investisseurs, tu as... Ouais, ça filtre. Il y a plus personne, là. Ouais, ça filtre. Mais c'est bien. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent sur le marché. Parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Mon passe-temps préféré sur les réseaux sociaux, c'est d'aller sur Facebook, sur les articles de journaux, sur l'investissement immobilier mort et regarder les commentaires. Et là, on voit que
C'est la folie. Je sais pas, Facebook, il y a un truc, tu vois. Et tu vois que tous les mecs sont, ouais, de toute façon, c'est fini l'investissement immobilier. Je vous l'avais dit, il faut arrêter, il faut surtout pas le faire. J'adore. Attends, tu fais pas de pub encore sur les réseaux, tu vois, quand tu fais je pense qu'on va se marrer. Et Je laisserai la main à Jérôme, il sera tendre pour le répondre. Il y a des gens qui se donnent à cœur joie. Ah ouais, Oui, de c'est saquer. un mytho, menteur, ça n'existe pas, tu peux pas investir, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. En fait, t'as des détracteurs dans tous les sens. Là où on en a le plus, c'est quand on dit qu'on peut financer quasiment tout et n'importe quoi. De rentable. En fait, à chaque fois qu'on dit ça, nous, on sous-entend que le projet est rentable, que ce soit en marchand ou en locatif. Bien sûr. Pour nous, on peut financer n'importe quel projet, peu importe le taux d'endettement, tant qu'on a entre 20 et 28% d'apport. Parce qu'on a une banque pro qui finance avec 20% d'apport et frais de notaire ou pas en fonction du projet. Et à chaque fois qu'on dit ça, on dit ouais, si t'as 100 000 euros, tu peux enlever 400 ou 500. Les gens, nous, je vais pas le dire, mais ils nous éclatent la tête. Quoi. Ouais, Vraiment, menteur, et ci et ça. Alors que, on le fait, nous. Ouais. Je sais pas, c'est possible, quoi. J'ai fait une pub comme quoi tu pouvais investir avec un SMIC. Oh Voilà. là, je me suis fait lyncher. Parce que je pars de ce principe-là. Pour avoir travaillé 15 ans à la banque, aujourd'hui être multi-investisseur, tu vois que tu peux te faire financer, peu importe ton taux d'endettement, peu importe tes revenus. Ce que va regarder souvent la banque, c'est tout ce qui va autour. Comme tu as dit, ça peut être l'apport, ça peut être le professionnalisme, ça peut être qui est l'homme ou la femme clé du projet. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui rentrent en considération et Bien pas sûr. seulement tes revenus ou ton endettement. Donc, mais c'est incroyable. Ça va être une bonne expérience. Mais encore une fois, ça, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les personnes qui n'ont pas fait qui disent ça, parce que les personnes qui sont réellement dedans se rendent compte que c'est réalisable. Donc, moi, c'est ce que je dis quand quelqu'un me dit, Jérôme, qu'est-ce que tu me conseilles pour pouvoir investir dans l'immobilier? Moi, la première chose que je dis aux gens, première chose déjà, quand t'as une personne en face de toi qui a jamais investi dans l'immobilier, tu lui parles pas d'immobilier. C'est la première chose. Tu lui poses pas de questions, en fait, parce que il va te dire que des conneries, en fait, tout simplement. Donc, la première chose, parle pas d'immobilier avec les gens qui ont jamais investi. Parle-en avec les gens qui ont déjà fait. Déjà, ce serait une très, très, très bonne chose. Ça évitera d'avoir des freins durant son parcours. C'est pour ça que c'est bien les rencontres physiques aussi, je trouve. Tu vois, C'est trop bien. Le séminaire, là, je fais en fin d'année à chaque fois maintenant tous les ans. Ça permet aux gens de parler entre investisseurs, entre entrepreneurs, entre gens qui se comprennent et qui veulent faire les mêmes choses. Parce que sinon, t'es tout seul. T'es tout seul. Si tu parles pas des investisseurs à des entrepreneurs, voilà, comme tu dis, si tu commences à raconter au repas de famille que tu as investi ou n'importe, on va te prendre pour un fou. En plus, ce qui est fou, c'est que nous, on baigne dedans, du coup, via les réseaux sociaux. Enfin, moi, j'ai la sensation que tout le monde fait ça à temps plein, qu'il y a de plus en plus d'investisseurs et tout, parce que naturellement, nos réseaux sociaux sont axés là-dessus, que mon réseau proche aussi. Alors qu'en fait, quand on parle, je veux dire, aux civils, tu vois, aux gens normaux, entre guillemets, dans la rue, il y a personne. Non. Ouais. On est seul au monde à faire ça, quoi. Je sais pas si vous savez, en France, il y a que 4% des gens qui ont plus de 4 biens. Ah ouais, je connaissais pas ce chiffre. J'avais pas cette stat. Je savais pas ce Il chiffre. y a pas beaucoup de monde. Hein. Ah ouais. Comme quoi, oui, mais c'est la mentalité. Après, c'est pourquoi les Français ont cette mentalité. C'est aussi l'école qui fait qu'on a cette mentalité-là. On a une éducation financière qui est catastrophique. En fait, tu sors de l'école, tu sais pas en fait, tu sais pas faire un crédit, tu sais pas comment marche un crédit, tu connais rien sur les impôts, tu connais rien sur le patrimoine immobilier français, tu connais rien en fait. Et ce qui me fait rigoler avec le recul, alors moi, l'école, j'ai pas beaucoup d'affection pour l'école, même mes enfants. Enfin voilà, je sais que tout le monde comprend pas ce discours-là, mais j'ai un discours particulier. T'as un prof qui t'apprend des trucs, mais qui a rien fait. Qui a jamais fait, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, j'ai fait un bac génie civil dans le bâtiment. Le mec, il a jamais travaillé dans le bâtiment, il m'apprend à faire du bâtiment. Mais t'y connais rien. C'est comme en école de commerce. Avec ton stylo, t'as même pas de clé commun, t'es en train de m'apprendre à faire du bâtiment. Mais tu connais quoi dedans? Et en plus, tu te permets de me juger, tu gagnes 2000 balles par mois. Ou 1500 balles, tu vois. Enfin, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais je veux dire, ne fais pas genre que t'es au-dessus de tout le monde et que tu prends les gens de haut, quoi. Ouais, d'ailleurs, t'as fait génie civil, t'es barbu, t'es rasé, tu me fais penser à quelqu'un qu'on voit plus trop sur les réseaux sociaux en ce moment. Je sais pas si tu vois de qui je parle. Je suis pas sûr. Tu vois pas? Tu me diras après. Je suis pas sûr. Mais là, je sais pas s'il a fait un bac génie civil. Je sais pas. Non, je pense pas. Il était pas du tout dans les travaux. Ouais, mais tu sais, on te prend comme ça. Hop là, c'est pareil. J'en ai en tête, mais je sais pas c'est lui. Tu me diras. Mais il est banni depuis quelque temps là. Il y a pas mal de gens pas mal de formateurs qui l'ont. Il s'est exilé, ouais. T'as très vite reconnu, ouais. Ouais, je vois. Parce qu'il m'avait sollicité pour les travaux. Mais je l'ai jamais vu en photo. Ah, ok, si, je vois que c'est. Je l'avais jamais vu en photo, c'est pour ça que j'ai pas le rapprochement. Et justement, puisqu'on parle des travaux, vous m'avez dit qu'il y avait pas mal d'emmerdes avec les travaux. Comment vous gérez ça? Avec un artisan. Mais tout corps d'état et vous déléguez tout? Idéalement, tout corps d'état, on délègue tout. Moi, je fais encore du bricolage de temps en temps, mais en fait, le moins possible, c'est au coup par coup, quand il faut mettre un petit coup de speed ou genre monter les derniers meubles. Mais juste, j'ai plus envie de le faire. Et tout délégué, j'ai en majorité, en fait, j'ai pas mal acheté des trucs déjà loués où j'ai pas fait de travaux, où j'ai fait, le coup de blanc, le parquet, ce que d'ailleurs, ce qui est pas incroyable, mais ça fait le boulot. Et tous les gros chantiers que j'ai fait, c'est entreprise tout corps d'état qui a tout géré. Et je suis
En fait, je suis trop gentil, donc sur la gestion, je suis pas très rigoureux là-dessus. Ça, c'est sûr. Ouais, tu nous Mais- dis tous tes défauts là. Pas bon en négociation, Ah ouais, trop mais c'est pas grave, gentil. Non, Mathieu, c'est là où on est complémentaires, c'est que Mathieu, il a énormément de connaissances. Voilà, théoriquement, il est monstrueux en termes d'immobilier, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent Ouais, autant de ça, choses je que pense, Mathieu ouais, en je termes de théorie immobilier. Mais après, c'est son profil trop gentil en fait. C'est ça la problématique. Bah, En fait, la gestion pas des gestionnaire travaux. de projet du tout. Ouais. C'est-à-dire que moi, je vais gérer un truc pendant 15 jours à Donf, puis après, ça va s'étioler un peu dans le Ouais. temps. C'est là où on se complémente. Où moi, je fais plus. Je suis profil jaune, je sais pas si t'as fait les profils de couleur. Ouais. Toi, t'es quoi? T'es bleu ou t'es vert, non? Ou rouge? Je me rappelle plus. Je viens de Ok. le faire là à Dubaï. Ouais. C'est la personne avec qui j'ai fait le mastermind. Il a fait faire ça et du coup, moi, je suis ressorti sur le truc un peu, tu sais, pas chef, mais encadrant, quoi. Le gars Ouais. qui dirige le C'est truc, rouge, ouais. ouais. Ah, Je suis jaune à fond. Moi, je suis rouge. Ah, Je suis rouge, mais c'est un tempérament, je trouve, pour réussir dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement, c'est difficile. Donc, tu as besoin d'être. Enfin, moi, je sais que quand j'ai quelque chose en tête, tu vois, je lâche pas et ça peut paraître directive ou, tu vois, mais en tout cas, je lâche pas mes objectifs. Et quoi qu'il arrive, j'essaierai pas de me chercher des excuses. Ou, tu vois, là, je me suis fixé des gros objectifs sur la fin de l'année sur ma boîte. Les gens, quand me demandent comment tu vas faire, j'ai fait une feuille de route. Je vais la et faire. Je le ferai. Ouais. Enfin, tu m'arrêteras pas, quoi. ouais, mais c'est bien. C'est pour ça qu'on ce qu'il se faut. complète hyper bien, du coup, avec Ouais, Jérôme. exactement. On est vachement complémentaires là-dessus. Et pour revenir sur ta partie gestion de travaux, en fait, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est vraiment en tant que chef de projet. Bon, maintenant, je délègue vraiment la totalité. Donc, il y a l'architecte d'intérieur, décoratrice d'intérieur, maîtrise d'œuvre. Donc la décoratrice d'intérieur qui fait l'ameublement, tout ça, est vraiment la totalité. Et moi, je suis au milieu pour gérer un peu et tirer les rênes de tout le monde, tu vois. Donc en gros, je suis exactement, t'es chef d'orchestre, moi je suis au milieu, je fais le point, qu'est-ce qu'il faut, ok, est-ce que vous avez bien communiqué ensemble, organisez bien les réunions, etc., tout ça. T'es vraiment en tant que chef d'orchestre, mais aujourd'hui, à l'instant T, je fais plus aucun travaux, il y a tout qui est délégué de A à Z. Il faut avoir ce qu'on dit dans l'immobilier, la théorie c'est une chose, la pratique c'en est une autre, et après t'as le réseau. À partir du moment où une personne qui a beaucoup de théorie mais qui a pas de réseau, il ira jamais loin. Une personne qui a très peu de théorie mais qui a un très gros réseau autour de lui, il ira beaucoup plus vite que la première Le personne. réseau, c'est incroyable, on en parlait. Ouais. Enfin là, on buvait un café, Jérôme, il a reçu un SMS. Tiens, local commercial, tel endroit, 9% de renta, ça t'intéresse? Juste alors que je sais qu'il y a la moitié des gens, ils n'arrivent pas à trouver un truc à plus de 5% de renta. Ouais, ça, c'est tous les jours. Le week-end Quoi. dernier, je reçois un email. Tiens, opération de marchand de biens, 300 000 de marge, tu vois. 800 000 de budget, 300 000 de marge, division d'immeuble. Et c'est juste le réseau. J'ai pas sollicité de le recevoir et tout. Donc le réseau, c'est le hallucinant. séminaire que je fais en fin d'année s'appelle R360, la puissance du réseau. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est Parce que- tellement ça. Ça t'amène tout. Ouais. Mm. Et tu sais, au début, quand tu commences, souvent, tu essayes de gratter. Moi, une des premières opérations que j'ai fait, Ouais. c'était un petit studio. Enfin, c'était pas la première, mais c'était une des premières. Un petit studio et un agent IMO qui m'appelle. Ouais, Christophe, tiens, j'ai une super opération et tout. Le truc, il vaut 120 000, il est collé à Paris, t'as les bords de Marne et tout. Il me le sort à 68 500 €. Et il me dit, par contre, il faudra me payer une com en plus. Il me dit, c'est 2000 balles en plus. Toi, tu voulais pas? Et j'ai négocié à 1500 balles. J'ai négocié 500 € alors que le gars il me sort à moitié pour Ouais, le Du reste. coup, il t'a jamais rappelé. T'as tout compris. Bah Il m'a oui. sorti le bien, on a signé le bien, il m'a plus jamais rappelé. Ouais. Ouais, c'est. C'est le problème des néo-investisseurs marchands de Ouais. biens, en fait. En fait, on commence tous par là, en fait. Tu dis, je veux gratter, sauf que tu te dis, bah attends, lui, je lui ai gratté 1-2%. La prochaine fois qu'il va avoir une affaire, il va se dire, attends, Jérôme, la dernière fois, il m'a gratté, donc je vais appeler plutôt l'autre. Non, franchement, nous, les rinces. Ça m'a servi de leçon. Ta com, En fait, c'est temps, elle voilà. restera temps. C'est pas Moi, un même quand problème. je négocie maintenant, je dis non, t'inquiète pas, ta com, elle sera pas touchée. Non, non, même mais on met un mandat de recherche en complément, C'est mais voilà, exactement on ça, touche à rien. Ah, c'est ça. Et Parce- les gens, ils sont choqués, ils se disent, je baisse pas ma com. Non, t'inquiète pas, ta com, elle reste la même. Ah non, mais en plus, c'est le plus important. L'agent immobilier, même s'il est moyen, il peut parfois t'emmener un truc de fou. Donc, il faut le bichonner, quoi. Ah oui. Et ce que j'essaie de dire, j'accompagnais un gars à Nantes, là, et il tirait fort sur l'entreprise, sur les travaux et tout. Je dis, écoute, ils font tout. Ouais. Ils t'aident à mort. Va pas quémander 200 balles sur 35 000 ou 40 000 euros. Au bout d'un moment, il faut qu'ils te rendent service. Comme ça, quand t'auras un problème, ils viendront réparer et tout. Ça va bien se passer. Sinon, tu vas te faire éclater, quoi. Bah oui, c'est comme avec les artisans, comme tu dis. Un artisan que tu payes de suite, si t'as un problème, tu le rappelles, il vient de suite. Mais si tu as mis un mois, 2 mois pour le payer, la prochaine fois que tu l'appelles, il reviendra pas. tu Ouais, vois. et puis t'as tout négocié au centime près. Et Au tout. centime près, le mec, Ça, c'est vas-y. une galère, mais au début, souvent, quand tu commences, tu fais ça. Après, Ouais. quand t'as pas de thune, Ouais. il faut aussi faire ce qu'il faut, mais faut le savoir. Faut savoir le faire intelligemment. Typiquement, l'agent immobilier, c'est celui avec lequel il faut moins le négocier, parce que c'est lui qui va t'emmener les bons trucs. Et faut pas tomber dans le truc Picsou, tu vois. Ouais, c'est Juste, clair. ah ouais, mais là, 50 centimes Non, au lieu de ouais. 45, bon. Mais sur les travaux,
Pourquoi les gens négocient les travaux? Pourquoi les gens font des travaux eux-mêmes, en fait? Pourquoi? Parce qu'ils ont mal acheté, en fait. C'est ce que je dis tout le temps aux personnes qu'on accompagne. À partir du moment où tu achètes au bon prix... C'est souvent, tu sais, il y a aussi une histoire au début, quand tu connais pas, tu essayes de tirer tous les prix vers le bas pour faire le plus de marge. T'as peur. Ouais, t'as peur, mais... mais... quelqu'un qui va faire de la boxe. Pourquoi il va taper fort? Parce qu'il sait pas boxer. Parce qu'il sait pas boxer, ouais. Là, je pense que c'est pareil dans l'investissement IMO, c'est que t'as peur de faire une connerie. Donc tu veux gratter encore plus. Ouais. Parce que c'est vrai que ce qu'on dit souvent, c'est qu'à partir du principe où tu sais que t'as acheté à un très bon prix, le budget travaux, tu peux te permettre de tout déléguer parce que t'avais anticipé ce genre de choses et t'as acheté à un bon prix. Les gens qui vont faire les travaux eux-mêmes, en général, c'est parce qu'ils ont acheté trop cher et du coup, pour essayer de rentabiliser et augmenter leur rentabilité, ils vont aller faire leurs travaux eux-mêmes. C'est ce qu'on explique très souvent à la JM Academy aux personnes qu'on accompagne. On leur explique que c'est le difficile facile, c'est qu'en gros, tu mets du temps à trouver ton bien, à négocier ton bien, mais à partir du moment où t'as trouvé le bien et que t'as bien négocié, mais le reste est facile. Pourquoi? Parce que t'as tout bien négocié, t'as tout bien anticipé et ça peut te permettre de déléguer la totalité des choses. Si t'achètes le premier truc qui vient, mais tu vas créer la marge comment? En faisant les travaux toi-même, en optimisant 2-3 conneries, tu te fais chier comme un rat mort parce que c'est le facile difficile là. C'est deux choses différentes. Et justement sur les travaux, vous êtes quel genre d'investisseur? Beaux travaux, très beaux travaux, ou juste le nécessaire pour pouvoir louer rapidement? Je parle. Ça dépend des projets. Toujours en premier sinon, donc je te laisse. Ça dépend des projets. En fait, moi, la vision que j'ai aujourd'hui, maintenant, sur les travaux, c'est je veux le moins de travaux possible. Pourquoi? Parce que qui dit travaux dit emmerde, qui dit travaux dit planning plus lent, dit revente plus lent, parce que moi je fais beaucoup plus de marchands maintenant que de locatifs. Donc en fait, et qui dit travaux dit responsabilité. Donc en fait maintenant, à l'instant T, c'est je veux plus de travaux. Donc le minimum possible. Si vraiment il y a des travaux, c'est quoi? C'est l'installation d'un compteur, ce genre de conneries. Après, sur les projets que je suis en train de finaliser, ce genre de choses, c'est les travaux... Encore une fois, ça dépend du projet. Tu fais une location courte durée assez haut de gamme, qualitative, tu vas faire de la belle rénovation. Mais voilà, moi maintenant mon objectif c'est le moins de travaux possible dans mes projets parce que je veux plus d'emmerdes. C'est des emmerdes psychologiques, des emmerdes financières, ce genre de choses. Et des délais plus longs. Tu trouves pas que c'est un avantage de faire des travaux d'un point de vue fiscal? Non. Ça dépend de quoi tu parles. Là, tu parles d'investissement locatif, du coup, pas de marchand. Ouais. D'un point de vue fiscal, oui, c'est un avantage. C'est sûr et certain, parce que tu vas déduire les travaux sur ton projet et pour avoir le moins de bénéfices possible et avoir moins d'imposition. Ça, c'est sûr. Mais, c'est du locatif. Donc voilà. Après, nous, on a une vision maintenant en termes avec Mathieu sur du locatif qui est différente d'il y a quelques années où on veut réellement plus faire ce genre de choses, tu vois. On peut aussi peut-être se le permettre. On a les plus gros moyens. On a fait le chemin avant pour construire le patrimoine qui nous permet de nous dire, si on fait un projet maintenant qui rapporte pas d'argent tout de suite, mais qui en rapporte dans 10 ans, c'est plus gênant. C'est sûr qu'au début, quand il faut bouffer le mois prochain, on fait peut-être des sacrifices ou des choses qu'on veut plus faire au bout d'un moment. Et quelle est la stratégie locative que vous utilisez aujourd'hui? C'est plus de la coloc, de la location courte durée, de la location longue durée? En fait, moi, ce que j'ai fait au début, c'est location meublée classique, ensuite achat d'immeubles à la campagne. Je tombais sur une vidéo de Guillaume Malgouer à l'époque, avant même qu'il fasse podcast To Watch, je sais plus, il était interviewé par un gars. Je tombe par hasard, j'entends immeuble campagne grosse renta, je fais genre waouh, attends, c'est la folie, trop bien. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à retrouver des appartements comme à Nantes. Le premier a acheté à un prix défiant toute concurrence. La chance du débutant. Mais ouais, non, incroyable. Après, c'est grâce à un pote, on voulait acheter à plusieurs. Enfin bref, l'histoire, elle est longue, je l'ai déjà raconté plein de fois, mais on devait acheter à plusieurs, il l'a trouvé. Finalement, je suis financé tout seul parce que ça marchait pas. Mais super achat le premier. J'arrivais pas à retrouver d'autres. J'entends ça, immeuble à la campagne. Je me dis bon vas-y, let's go, je vais à la campagne. Et là, c'est la boîte de Pandore. Il y en a partout avec des rentas de fou. Et en plus, je me rends compte qu'il y en a qui sont déjà loués. Donc moi, j'en ai acheté. Tous les immeubles que j'ai achetés étaient déjà entièrement ou en partie loués. Donc t'achètes, le mois d'après, t'as direct le loyer. Donc le banquier, il est content. Tu fais assez peu de travaux. D'ailleurs, erreur que j'ai fait au début, j'ai fait trop peu de travaux. Tu sais, tu visites avec les meubles des locataires, tu dis ouais, ça va, c'est plutôt propre. Le mec part, tu te rends compte qu'en fait, c'est pourri, qu'il faut tout refaire. Donc ça, j'ai pas assez anticipé. Et maintenant, la stratégie ces dernières années a été de faire un petit peu plus de travaux. Le dernier projet locatif, c'est un appartement à Nantes entièrement refait, nickel. Plutôt patrimonial. C'est-à-dire qu'en renta, on n'est pas fou. Par contre, on le revend, on est très très bien. Ouais. Et il est dans le meilleur quartier de Nantes, une des meilleures rues. Donc au moins c'est un placement, on claque des doigts, on le revend, ça ira très bien. Et la stratégie à venir, c'est arbitrer tous les logements et partir plutôt sur des projets type commerciaux ou location courte durée haut de gamme, mais autour de chez moi. Parce qu'en fait, moi j'en ai à 3 heures de route, tu vois. Donc ouais, t'es un peu partout. Ouais, et en fait, je fais plus aller-retour à Paris tout le temps comme je le faisais avant. Donc pour aller voir le patrimoine, en fait avant c'était pratique, j'ai ciblé l'autoroute. Ouais, entre Nantes et Paris. Dans ma tête, je m'étais dit, je veux un bien par panneau d'autoroute.
Bon, j'ai pas fait, mais j'ai eu pas mal de panneaux d'autoroute quand même à un moment. Et c'était pratique. Si j'avais une galère, j'allais, ma mère, boum, je sortais l'autoroute, je faisais un crochet de 30 minutes vers le haut ou vers le bas. Sur la route que je faisais soit les lundis soit le vendredi, donc c'était pratique. Mais maintenant je veux vraiment me rapprocher de chez moi, cibler du commerce, plutôt commercial, parce que un peu moins de gestion, taxes foncières, là il faut les payer flemme. Là c'est de la folie. J'ai pas regardé encore. 50%. Ah ouais, moi aussi. En fait, ça sur un immeuble, ça me fait 2 mois de loyer qui sont perdus, quoi. C'est la folie. Ah ouais, là ça commence à là, on les a reçus, là ça fait mal. On en parlait tout à l'heure. Ça peut être une bonne stratégie. J'ai pas encore ouvert. Ouais, mais moi la stratégie elle est toute tracée, mais avec Jérôme on a à peu près la même. C'est arbitrer les appartements, remettre ça dans du commercial et remettre ça dans du marchand de biens aussi autour de chez moi. Que le marchand de biens génère du cash qui est réinvesti dans des locaux commerciaux. Okay. C'est vraiment la stratégie, mais parce que après moi je vais plus avoir le CDI, j'ai mon temps libre, tu vois, j'entends, mais je suis libre de ce que je fais et de mon endroit, quoi. C'est une stratégie, on va dire, qu'on a aujourd'hui à l'instant T parce qu'on peut se le permettre, mais on va dire si une personne lambda entre guillemets qui se lance, on va peut-être pas l'orienter vers ce type de stratégie. Ouais. Parce que nous, ce qu'on fait dans les personnes qu'on accompagne, c'est que pour nous, il n'y a pas une seule stratégie qu'il faut adapter à tout le monde. C'est réellement, on fait un point avec chaque personne individuellement et par rapport à leur situation et leurs objectifs à court, moyen, long terme, on veut dire, écoute, toi, par rapport à ton objectif, on va plus t'orienter vers ce type de stratégie. Et la stratégie de la personne X sera différente de la stratégie de la personne Y. Et ça, c'est hyper important parce que on a beaucoup vu de gens qui disent faites que de la courte durée, faites que de l'immeuble de rapport, faites que du marchand. Non, ça dépend de la personne, bien, en fait. Ça dépend de ta localisation, ça dépend de plein de choses. Typiquement, on a des profils, on a un mec qui est entrepreneur, franchement de haut niveau, qui gagne extrêmement bien sa vie. Par contre, il a pas le temps de faire d'immobilier. Lui, tu vois, il va plutôt aller vers des locaux commerciaux. Quelqu'un qui démarre dans la vie, qui a pas mal de temps, des petits revenus, lui, typiquement, va plutôt faire de la location courte durée ou de la division d'immeubles mixée avec la location courte durée pour essayer de se dégager du cash le plus vite possible. Mais l'entrepreneur qui gagne bien sa vie, qui est finançable, il a aucun intérêt à aller faire de la location courte durée. En plus, en fait, il aura pas le temps, ça va être une charge mentale de ouf. Et c'est pour ça qu'on essaie de diriger les gens vers une stratégie la plus adaptée possible. Ouais, en fonction des objectifs, ça c'est d'accord. En fait, t'es obligé de personnaliser. Tu peux pas. C'est pour ça pendant longtemps il y a eu des formations qui se vendaient, mais c'est trop généraliste. Trop général. Que des low rooms, c'est ça. Mais tu peux pas si t'as pas un coaching derrière. Tu vois, moi c'est pareil. C'est pour ça que dans toutes mes offres c'est du coaching, parce que si tu adaptes pas au profil de la personne que tu accompagnes, si tu adaptes pas en fonction de ses objectifs, tu peux rien faire. Donc ça serait pas cohérent, quoi. Et l'immobilier est tellement large. Un projet n'est pas identique à un autre projet, quoi. À moins que tu achètes 2 appartements identiques dans le même immeuble qui est neuf, tous les projets sont différents, les plans sont pas les mêmes, l'exploitation peut être diamétralement opposée entre 2 villes. Il y a plein de choses qui font que l'immobilier n'est jamais le même partout. Et nous, on le voit bien dans la promotion immobilière, on essaie vraiment de simplifier nos bilans le plus possible en les automatisant. Et à chaque nouvelle opération, on se dit mais en fait on est obligé de rajouter des lignes dans le bilan qu'on n'avait pas anticipé. Je sais pas truc, mais genre je sais pas, les transfos, les routes, le rond-point à faire pour la ville, le machin. Et on va avoir plein de trucs sur une opération qu'on n'aura pas sur d'autres et tout. Et tout est tout le temps différent. Ouais, t'as du mal à appréhender à l'avance vraiment tout ce que tu vas avoir. En fait, t'as une généralité. Ouais, voilà. Mais chaque projet va vraiment être différent de celui d'avant. C'est ça. Il faut pas oublier que la base de l'immobilier, la base de comment tu gagnes de l'argent dans l'immobilier, c'est rembourser un crédit, donc c'est capitalisé. Donc il y a beaucoup de gens qui oublient, qui sont focalisés sur le cash flow, etc. Mais la base, c'est quoi? C'est qu'un locataire rembourse un capital. Ouais, et à partir du moment où tu as ça, déjà tu gagnes de l'argent, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui partent dans tous les sens. Et quand on leur pose la question réellement, qu'est-ce que tu veux? Mais je veux que dans 15-20 ans, je veux avoir du patrimoine pour mes enfants, etc. On va partir sur une stratégie plus patrimoniale. Et t'as un locataire qui va rembourser un crédit, et c'est ton locataire qui va payer ton bien immobilier. Ça s'arrête là. Ouais, c'est exactement ça. En fait, quand tu regardes les tableaux d'amortissement, tu vois qu'à la moitié de ton prêt, tu as payé approximativement la moitié du bien. Donc, tu sais que si tu gardes un bien 10 ans sur lequel tu t'es fait financer sur 20, tu as remboursé la moitié. Et du coup, potentiellement, tu repars avec la moitié de la valeur du bien. Surtout si tu arrives à faire en sorte que les loyers équilibrent toutes les charges. Bien sûr. Voilà, c'est le gavage, c'est incroyable. Ouais, sans pour autant avoir 100, 200, 500 de cash flow par mois. Au moins, juste que ce soit à l'équilibre et que toi, tu reverses rien de ta poche tous les mois. C'est une sur tes comptes en banque. Quand il n'y a pas de cash flow, tu t'en rends pas compte. Moi, je sais que je rembourse 300 balles par jour d'emprunt. Mais en fait, je le vois pas. Sauf que le jour où je vais revendre, je vais me dire, ça fait plaisir. Pendant 10 ans, 300 balles par jour, ça fait une somme conséquente. Sauf qu'à l'instant T, aujourd'hui, les 300 balles, ils partent directement dans la poche du banquier. Et j'ai du mal à regarder ça. Moi, j'ai la flemme de regarder. En fait, j'ai fait les calculs que normalement, je le fais pas et je fais d'ailleurs, on l'a fait ensemble la prochaine. Je fais une présentation devant des kinés qui font une école spécifique où à la fin, ils veulent parler d'immobilier, d'investissement.
En fait, je les aborde en disant, du coup, maintenant que vous avez appris à gagner beaucoup d'argent, je vais vous apprendre à le placer. Et l'autre jour, j'ai fait le calcul, en fait, de me dire, tiens, tant de loyer divisé par 365, ça fait 300 € par jour, enfin, tant d'emprunt. D'accord. Putain, j'ai vu ça, je fais, putain, c'est pas mal quand même, en vrai. C'est bien l'immobilier. Ça fait plaisir, ouais. Alors que chaque jour, j'avais pas l'impression, tu vois. Et le loyer, 600 €, du coup, par jour. D'accord. C'est cool. Ouais, pas t'as mal. 50%. Et pourtant, c'est pas fou, hein. J'ai un pote, qui est âgé maintenant, le mec le plus riche que je connaisse, il fait 188 000 € de loyer par jour. Ah ouais, par jour, là, ça Par commence jour. Ça commence à... Ouais, c'est Ouais. pas mal. C'est pas mal. 70 ans. Ça commence à être pas trop On va mal. dire 55 ans d'investissement en immobilier. Je pense qu'il faut pas s'arrêter, moi. Oui, il s'est Ah. jamais arrêté, ouais. Ouais, il faut toujours investir. Après, ça peut être chronophage et ça peut faire... c'est beaucoup d'emmerdes à gérer. Lui, il a 60 personnes qui bossent pour lui et tout. Enfin, Ah, voilà, ouais. c'est la plus Ah, grosse une foncière usine, privée de ouais. France. Donc, c'est une vraie... toute sa vie, ça a été de construire son patrimoine. Donc, voilà. Mais, Quel patrimoine. ah ouais, putain, la folie, quoi. Et une question qui n'a rien à voir, vous pensez aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de femmes qui se lancent? Ouais. Franchement, ouais, parce que il y en a beaucoup qui créent des groupes d'investisseuses, etc. J'en ai pas mal en tête. Et de plus en plus. Bon, certes, ça reste, on va dire, un domaine, entre guillemets, plus masculin, mais il y a énormément de femmes qui vont dans ce milieu-là et qui réussissent d'ailleurs. Après, voilà, c'est toujours une question, pour moi, c'est pas une question de sexe, c'est une question de mentalité, encore une fois. Donc, ouais, je pense qu'il y en a de plus en plus, ouais, tout à fait. Ah, c'est Et- sûr. Ouais. Et on avait ce week-end, ma copine avait organisé, Roxane, enfin, ma Ouais. compagne, elle avait organisé justement un camp, on fait des training camps CrossFit et IMO-entrepreneuriat spécial femmes, c'était entrepreneuse ambitieuse. Et elle a rempli en quelques jours et la demande était incroyable. Ouais, je pense Les filles qu'il y a étaient une trop très contentes de grosse venir. demande aujourd'hui. Ouais, de Ouais. se retrouver ensemble, d'avoir enfin un événement féminin où t'as pas les mecs, dès qu'ils voient une fille, enfin, les mecs dans les événements, c'est fou, t'as l'impression qu'ils ont pas vu une fille depuis le lycée et puis d'un coup, tu sais, ils perdent leurs moyens ou ils ont envie de la tu trouves draguer. Ah ouais, je trouve pas, moi. Franchement, enfin, moi je suis pas comme ça, mais on a une mauvaise expérience avec Roxane justement dans un événement où l'agent immobilier un peu, tu sais, bedonnant et autres, il est passé derrière, genre limite en la tripotant, quoi. Et d'accord. pareil, une autre copine qui arrive au même événement qui dit, je vais rester avec toi, Roxane, parce qu'en fait, dès que je vais parler au mec, genre, tu sais, ils sont des idées, je sais pas, ils s'enflamment. D'accord. Ah ouais, j'avais pas l'impression justement qu'il y Moi, avait j'ai ce pas cette contexte-là. sensation-là en tant qu'homme, tu veux. Ouais, Mais moi, je c'est l'avais le pas non retour plus, que j'ai ouais, mais je me rappelle, de Roxane ces en avait deux-là, et puis d'autres filles qui disent, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas trop intégrés. Et dans le milieu de la promotion, c'est 95% masculin. Des hommes. Alors que les femmes qui sont là, je peux dire que les développeuses, elles envoient, je sais pas, elles ont, je pense, une organisation, une mentalité, un acharnement. Il y a un truc que nous, on n'a pas forcément, quoi. Ouais, je pense que celles qui sont déterminées, elles sont Ouais. Ou déterminées. peut-être celles qui sont là, c'est justement les plus déterminées. Ouais. Et ouais, franchement, elles ont rien à envier Ouais. aux mecs. Tout à fait. Elles veulent être indépendantes, elles ont un mental focus. Donc là-dessus, elles J'ai ont rien à envier. l'impression que sur des événements, tu vois, justement, il y avait cette relation-là. J'ai l'impression que justement, tout le monde était plus autour de l'investissement et de l'entrepreneuriat et pas être là pour. Je pense que c'est parce qu'on est des mecs. Et en fait, sortir de l'air, les deux, la Roxane et l'autre copine, c'est vrai, quand elles en parlent, elles disent, ouais, franchement, c'est lourd, quoi. D'accord. C'est lourd. Après, pas tous les mecs, tu vois. Ouais, ouais. Mais il y en a certains, Mais quelques-uns, ouais. enfin, là, c'était hallucinant. Le mec, il passe derrière, il fout les mains dessus. Tu vas dire, enfin, qu'est-ce que tu fais, quoi? Ah oui, c'est chaud. Ouais, c'est Partage fou, quoi. pas. Non, pas vraiment, quoi. Surtout pas avec lui, quoi. Et si les gens qui nous écoutent aujourd'hui ils veulent se lancer, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil? Quel serait le meilleur conseil que vous pouvez leur donner? De nous contacter. Oh, le vil vendeur de formation. Le premier conseil, s'ils veulent se lancer dans l'immobilier, Ouais. se former, avoir des connaissances. Mais pas. En fait, c'est premièrement avoir des connaissances théoriques. Mais la théorie, c'est une chose, mais la meilleure formation, c'est la pratique. Parce que sur le terrain, on va prendre des murs dans la gueule, ils vont se retourner et ils vont repartir dans une autre direction, mais ils vont se dire, OK, ça, la dernière fois, j'ai fait une erreur. Maintenant, je sais qu'il faut pas faire ça. Minimiser, bien sûr, ce risque-là. Et ils vont partir vers d'autres chemins. Mais première chose, c'est se former parce que pour moi, chaque connaissance que tu peux avoir dans l'immobilier, suivant la chronologie de l'achat de ton bien immobilier, tu gagnes des milliers d'euros à chaque fois. Donc réellement, si tu as des connaissances dès la négociation, dès la recherche, jusqu'à l'acte authentique, jusqu'aux travaux, jusqu'à la mise en location ou la revente, sur la fin, tu gagnes énormément d'argent. Donc première chose, déjà, apprenez la partie entrepreneuriale et la partie formation immobilière, se former. C'est la première chose pour moi qui est très importante à mettre en place.
Ouais, et la formation, elle peut être entièrement gratuite. Il y a Tout à fait. tellement d'heures de... Enfin, moi, j'ai mangé, je pense à une époque, je faisais de la bagnole non-stop. J'ai mangé toutes les vidéos YouTube qui parlent d'immobilier, tous les podcasts et tout. Et c'est aussi pour ça que j'ai une bonne base de connaissances. Et il y a un autre truc que les gens peuvent faire qui est génial dans l'immobilier, c'est les apéros IMO. Alors, ça fait marrer tout le monde, ceux qui connaissent pas. J'ai été très réticent à y aller en me disant, ouais, pour tomber sur 3 mecs qui ont chez les studios, j'étais hyper hautain. Et en fait, depuis que j'en ai fait un, il y a pas très longtemps, mais c'est d'ailleurs après celui-là, je me suis lancé sur les réseaux vraiment. C'est incroyable. T'as une espèce d'entraide, les gens sont hyper bienveillants et tout le monde partage. Tu sens que t'es vraiment là pour parler immobilier, ça partage les meilleurs conseils. T'as des gars, enfin je sais pas, des mecs ultra blindés qui sont là, qui vont partager leurs meilleurs conseils, leurs meilleures relations. T'as des débutants qui ont jamais rien fait, qui aimeraient bien se lancer et tout le monde parle ensemble, partage les conseils et tout et c'est trop bien. Et c'est une vraie porte ouverte à se faire du réseau, à se faire des nouveaux potes dans l'immobilier et à recevoir des conseils. Des conseils, ouais. Ouais. Mais des connaissances en plus maintenant avec les... Il y a tout qui est gratuit. Il y a beaucoup de choses gratuites en fait maintenant. Le réseau, bien sûr, pour nous, c'est important d'intégrer une communauté pour avoir du réseau parce que mentalité et pour continuer d'évoluer. Par contre, en termes de connaissances, maintenant sur Internet, vous avez tout qui est gratos. Nous, par exemple, on a un podcast qui est gratos. Vous écoutez le podcast et on détaille l'achat d'un bien immobilier du début à la fin où on explique réellement beaucoup de choses. Donc les gens qui écoutent, on a des gens qui nous contactent et nous disent on a appris beaucoup de choses. Sur Internet, sur YouTube, des podcasts, etc. On peut apprendre énormément de choses déjà gratuites, très importantes. Ouais, c'est clair. Et même l'apéro IMO, il y a 10 jours, j'en ai organisé un là en région parisienne. En, je sais pas, à peine une quinzaine de jours, 70, 80 personnes qui sont c'est sont trop venues. bien. Et les gens, ils raffolent parce que, comme on le disait tout à l'heure, rencontrer des investisseurs, des entrepreneurs, Ouais. t'es tout seul. T'es tout seul. Quand tu organises un événement comme ça, en plus gratuit, Ouais. les gens ils viennent. Et puis, Ouais. Oui, parce que nous, parfois, on fait payer 10 € et on nous dit que c'est un peu cher. Là. Ouais, c'est vous gagnez de l'argent, les gars. Et les planches apéro, hein, on vous voit là, les pingres Ouais. qui investiront jamais dans l'immobilier, du coup. Mais ça, c'est compliqué. Ouais. C'est pour ça que moi, je le fais gratuit. Tu payes juste tes consos. Et puis Oui, voilà, voilà, parce que c'est sinon, t'as toujours une personne. Ah, non, c'est 10 € ou 20 €. Putain. Non, là, Ah, mais 10 € c'est pour les consos, c'est pas pour nous. Ouais, hein. bah, je sais. Ouais. Et du coup, Mais les gens, ils ont du mal à le comprendre. on ça. a fait plusieurs gratuits, on a eu de la chance au premier, ils ont payé tout, et le dernier, on a dû rallonger. Mais, enfin, moi, je dis à tout le monde, apéro IMO, c'est incroyable, et en plus, ça te permet de rencontrer quelqu'un qui l'a fait. Où tu dis, bah, en fait, je veux acheter, enfin, le dernier qu'on a fait avec Roxane à Nantes, il y avait un alternant, 22 piges, il était en train d'acheter son 2e appart. Et à côté, il y a des mecs de 45 ans, oui, non, c'est impossible de se faire financer. Ouais, t'as toujours des gens qui sont réticents et qui sont dubitatifs. T'as les Ouais, messieurs, c'est ça, et t'as les messieurs, je sais tout, tu vois. Ceux qui, on en a eu avec Mathieu comme ça pendant les audits ou pendant les entretiens, des mecs qui arrivent pendant l'entretien. Ils savent tout. Et en fait, ils savent tout sur tout. Ils veulent t'apprendre comment investir dans l'immobilier, mais ils sont là pour apprendre à investir dans l'immobilier. Donc un peu chiant. Non, c'est pas le truc que j'affectionne, tu vois. Non, bah, Et nous non non. plus. pour finir sur ce podcast, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble maintenant. Ah, déjà? Ok. Ouais. Ça passe vite. Le temps passe vite, en bonne compagnie, les enfants. C'était pas mal, on a bien échangé. Ouais. En plus, c'est bien parce qu'on n'a pas eu le temps de parler trop avant, comme ça on a pu. Ouais. Ouais, c'est nickel, découvrir parce qu'on se rend compte pour la première fois, là. Ouais. Du coup, une anecdote, une phrase, une citation, un truc pour finir que vous Voilà. voulez dire. Bah, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, je sais pas si vous suivez, je l'ai expliqué, c'est le difficile facile, tout simplement. Difficile. Mettez du temps à trouver la bonne opération pour que ça soit facile par la suite. Le difficile facile. C'est tout. Ouais. Très important. Merci Jérôme, Mathieu. Je suis très mauvais ce genre de questions, mais je dirais juste lancez-vous. Juste allez-y, d'une manière ou d'une autre, lancez-vous. Et le moyen le plus simple de se lancer, de passer à l'action, c'est de booker une visite et d'aller visiter. Même si on n'y connaît pas grand-chose et autres, ça va ouvrir plein de portes. Déjà la porte de l'appartement qu'on visite, mais ça va ouvrir plein de possibilités. Merci pour cette blague. La meilleure blague. Merci Mathieu. Tu pourras la mettre en réel. Ah ouais, grave. Non, Avec mais un juste- petit truc. Il faut juste se lancer, y aller, quoi. Ok, merci. On peut vous retrouver sur quoi, les gars? Sur le podcast sur la chaîne, j'y arrive pas. Le compte Insta de la JM Academy, Ouais. c'est le compte où on est tous les deux, et nos comptes Insta respectifs. Il y a Mathieu Paco pour moi, et toi c'est Jérôme Berger. Jérôme Maintenant, Berger. c'est Jérôme Berger avec un underscore à la fin. Et on a une chaîne YouTube aussi, c'est JM Show, by JM Academy, parce que la JM Academy, c'est la société qu'on a créée pour accompagner et vous aider à investir dans l'immobilier. Donc voilà, on est sur YouTube et on est sur Instagram. Hop. Bah, merci à vous deux. Bah, merci à toi de nous avoir invités, c'est très cool. Merci. C'était cool. C'était super. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez plus de conseils, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à nous dire ce que vous avez pensé de cette interview. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas et n'oubliez pas que le seul moyen de changer votre vie, c'est le passage à l'action. À très vite.